Bonjour à tous et bienvenue dans Overbooked. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Jenny CBJ, écrivaine ivoirienne, notamment de ce roman à succès, Moi maîtresse, que vous voyez là. C'est un plaisir et une joie, surtout dans le cadre de ces 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Bonjour Jenny. Bonjour Mosia. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de m'avoir invité. Avec plaisir. Donc, petite histoire, j'ai fait une vidéo TikTok où j'ai parlé du livre Moi maîtresse. J'hésitais beaucoup à la poster parce que je trouvais que, je sais pas, la luminosité était pas très bonne, mon visage était bizarre, comment je tenais le livre. Et puis finalement, moi j'ai beaucoup aimé la vidéo. En fait, au final, on m'a dit que c'était très authentique. Voilà. Donc, c'était une joie pour moi de faire cette vidéo parce que j'ai beaucoup aimé le livre et en même temps pouvoir entrer en contact avec toi grâce à la vidéo et avoir cette interview aujourd'hui, c'était juste ma cerise sur le gâteau. Moi aussi, je suis tombée sur la vidéo, j'ai beaucoup aimé et je dirais que je me suis abonnée parce que je suis aussi une grande lectrice avant d'être écrivaine et je suis comme ça aussi. J'aime beaucoup lire et parler des livres que je lis. On va commencer tout de suite parce que j'ai tellement de questions sur le livre. D'abord, je voulais savoir qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire Moi maîtresse. Ce qui m'a inspiré en fait, c'est le travail qu'on fait à la Ligue ivoirienne des droits des femmes. Et j'ai eu à rencontrer des survivantes sur certains cas où il fallait intervenir. Déjà, moi, je ne suis pas, au pôle intervention. Je suis au pôle communication. Voilà, mais j'ai eu, en fait, par concours de circonstances, en rencontrer certaines et puis aussi à intervenir par rapport à plusieurs cas qui étaient reportés à la Ligue. Et je voyais que ce qui revenait la plupart du temps, c'était que les gens ne comprenaient pas pourquoi est-ce que les survivantes ne partaient pas. Oui, ça c'est vrai, c'est la question tout le temps. C'est tout le temps la question. Pourquoi elle n'est pas partie? Et même quand on est en train d'aider, quand tu frappes à la porte, que ce soit chez les médecins, chez la police, chez des personnes qui doivent, apporter une aide quelconque, tout le monde se pose cette question-là. Mais vous êtes en train de souffrir pour elles, alors qu'elles-mêmes, elles n'ont pas envie de partir. Exactement. Donc, soit on fait comme si notre travail, on est en train de se fatiguer pour rien. Parce que ces femmes-là, ça leur plaît. Et alors que nous qui sommes en fait derrière le travail, on comprend qu'il y a des mécanismes psychologiques qui compliquent en fait le départ de ces dames-là, la décision, la force même, et le fait même de se reconnaître même déjà en tant que victime de violence. Parce que généralement, elles ne se reconnaissent pas au départ. Elles peuvent se dire, ah, mais c'est juste un truc qui est arrivé comme ça, mais je ne suis pas vraiment dedans. Et entre le moment où il faut qu'elle accepte son statut et le moment où il faut qu'elle trouve, le moyen d'en sortir, il y a un temps de latence. Et ce temps-là, c'est très difficile pour elle. Et si pendant ce temps-là, on entend toujours, mais c'est parce que ça te plaît, généralement, ça leur fait plus de mal que de bien. Bien sûr. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas écrire quelque chose qui pourrait faire comprendre aux gens, qui pourrait leur donner, en fait, l'envie d'être un peu plus indulgent, un peu plus bienveillant envers ces femmes-là qui vivent ces situations-là. Maintenant, pour le faire, je me suis dit, c'est mieux d'amener ça sur une histoire, c'est mieux de faire une belle fiction qui, quand même, en plus de leur faire comprendre le sujet, va captiver les gens et rester dans leur tête. Donc, c'est comme ça que l'idée c'est très bien fait. Parce que le livre est captivant, intéressant, enrichissant et très informatif aussi. On reviendra sur ce volet-là. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est totalement comme ça que j'ai ressenti la manière dont j'ai lu l'histoire. C'est-à-dire que quand on commence, nous, de l'extérieur, c'est un peu plus facile de percevoir les signes et de se dire, mais pourquoi elle accepte? Mais en même temps, la manière dont c'est écrit, on est aussi dans sa tête. Donc, on voit toutes les idées qui lui viennent à l'esprit. Tout ce par quoi elle passe. Pourquoi elle est patiente? Pourquoi elle se dit, bon, c'est pas lui, c'est pas sa faute. Non, il va pas recommencer. Ce personnage de Massiami, est-ce qu'il est inspiré donc d'une de ces personnes que tu as rencontrées? Alors, non. Le personnage de Massiami est totalement inventé, totalement fictif. Et on va dire, elle a un mélange
de plusieurs survivantes réunies. Par contre, ce que j'ai trouvé intéressant avec la manière dont l'histoire est emmenée, c'est que dès le début, il y a une situation dans laquelle Massiami ne veut pas se retrouver. Non, cette chose-là, jamais je ferai, je veux pas m'entendre parler. Et finalement, elle se retrouve dans cette situation après avoir tout fait pour éviter. Parce qu'elle rencontre un premier homme qui est en train de divorcer, mais elle est tellement radicale que même le processus où il est en train de divorcer, lui-même il lui dit, mais ma femme s'est remariée religieusement, tout ça, elle veut pas entendre. Et elle trouve un autre gars qui a l'air bien et qui au final l'emmène d'un autre engrenage où elle se retrouve donc maîtresse, comme on l'a dit. Mais c'est-à-dire que tout ce qu'elle ne voulait pas lui arrive. Parfois, pour prendre les décisions, il faut prendre un peu de recul et puis essayer de lâcher prise. C'est vrai. Elle aurait pu, par exemple, ne pas forcément continuer avec Karim, mais s'éloigner juste pour observer. C'est ça. Si ce qu'il disait était vrai, si elle s'était donné 1 mois, 2 mois, 3 mois pour observer, même ne serait-ce que de loin, elle aurait compris. Oui. Mais elle s'est précipitée. Que ce soit avec lui ou avec Ousmane. Parce que Ousmane aussi, dès qu'il est arrivé, il la connaît. Du tac au tac, il met les preuves. Il met, voilà. Donc, elle s'est un peu précipitée aussi pour lui. Parce qu'elle s'est dit, non, c'est quelqu'un que je connais depuis, il peut pas me mentir et tout. Alors que 15 ans, c'est énorme. Sans voir quelqu'un. 15 ans, c'est énorme pour que la personne change, pour que la personne devienne carrément une autre personne. Tu ne sais pas ce qu'il a vécu durant les 15 années passées. Tu sais pas par quoi il est passé. Tu sais pas qui il est devenu maintenant. Exactement. Souvent, on veut aller vers ce qu'on pense connaître, ce qui est confortable, ce qui est familier. C'est ça. Souvent, c'est pas une bonne idée non plus. Parce qu'on ne maîtrise pas. Et on va dire que Ousmane aussi a profité un peu de ça, de ce côté familier là, parce que il avait tellement, comment dire ça, ficelé son plan. Trop bien. Que il a emmené là où ils ont vécu leur enfance. C'est ça. Ramener pour les lui souvenirs. Faire, voilà, ramener les souvenirs. Pour lui dire, voilà, non, tu te souviens, ton papa et tout, ta maman, on était ici ensemble. Donc, quand tout est remonté, surtout le décès de son papa et tout, elle s'est dit, franchement, c'est la personne que je cherche et tout. Et même lorsque sa maman lui a dit, c'est vrai que je connais Ousmane, mais ça va un peu trop vite. Exactement. Mais elle n'a pas écouté. Elle n'a pas écouté. Donc, dans l'histoire, pour revenir à tout ce qui se passe, donc, il y a les violences conjugales, il y a la violence psychologique, la violence physique, bien sûr, mais il y a tout le chantage aussi émotionnel que Ousmane utilise avec elle et elle-même, comment elle se sent par rapport à la situation. Donc, quand elle découvre, bon, après tous les abus, la situation d'Ousmi, la vraie situation avec sa femme, avec qui il est encore en réalité, il y a tout le contexte ensuite autour, la famille, qu'est-ce que les gens vont dire, comment elle va gérer ça. Donc, elle se mure dans un silence. C'est ça. Parce que elle a, comment dire ça, elle avait honte. Elle avait honte parce que elle a tellement, comment dire, embelli la chose aux yeux de tous que pour elle, en fait, ça allait être une honte d'avouer que ça a échoué. Donc, déjà, elle a voulu préserver les apparences. Et ça aussi, ça nous fatigue beaucoup en tant que femme de vouloir préserver tout ça. Il y a aussi l'entourage qui ne voit pas forcément ce que tu vis si tu ne le dis pas. Et Massiami, elle cachait en fait beaucoup de tout ce qu'elle traversait. Elle essayait de faire en sorte que ni sa mère ni sa soeur ne sachent ce qui se passait. Alors que quand c'est comme ça, comment dire ça, tu caches. Et quand tu viens en parler, les gens sont étonnés. Parce qu'ils n'ont pas le temps d'intégrer tout ce que toi tu as vécu auparavant. Si rapidement. D'un coup comme ça. Donc, ils se disent que ça peut pas être aussi grave, en fait. Donc, on minimise un peu ce que tu vis parce que tu n'as pas dit au moment où il le fallait. Et pour revenir sur le côté honte, c'est un des facteurs qui vient souvent aussi, je pense, pour lesquels les gens ne s'expriment pas. Mais à un moment dans le livre, elle dit qu'elle voulait protéger son mari et pour elle, c'est le respecter et dire ce qui s'est passé, c'est le trahir. C'est ça. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est vrai que souvent on dit que quand quelque chose se passe entre vous deux en couple, il faut garder, c'est votre intimité, mais quand il y a des... Quand c'est aussi grave, voilà, il faut avoir une limite. Voilà. Et c'est Ousmi qui lui mettait ça en tête, en fait. Parce que il y a, comment dire, là, il y a la partie où, par exemple, quand elle réussit à en parler à sa maman et que sa maman lui fait des remontrances à Ousmane, quand il rentre, il l'accuse de salir son nom, voilà. Et du coup, elle se sent coupable. Elle se dit, peut-être que je n'aurais pas dû
j'aurais dû faire encore plus pression sur moi pour cacher ça, pour ne pas que ma maman découvre et tout. Parce qu'au départ, elle n'est pas allée le dire volontairement. C'est quelque chose, c'est arrivé comme ça. Elle a encore culpabilisé. Et plus tu culpabilises, plus tu essaies de cacher ce qui se passe. C'est vrai. Et lui aussi, il augmente la culpabilité parce qu'il se dit, faudrait pas que les gens sachent dehors ce que je suis en train de lui faire parce qu'il sait que c'est pas bien. Et c'est elle qui ne se rend pas compte. Exactement. Et même le lecteur ne s'en rend pas compte. Non, on s'en rend pas compte. Plutôt. On est choqué aussi après. Voilà, parce que j'ai essayé de faire ça aussi pour que, en lisant, tu sois quand même attendri par Ousmane, que tu sois de son côté. Oui, on l'est. Au jusqu'à début, ce que tu te rendes compte que il s'est pas foutu que de Siami. Il s'est aussi foutu de toi, en fait. Il s'est foutu de tout le monde. Clairement. Et c'est à la fin que tu te rends compte, en fait, que c'était déjà prémédité. Exactement. C'était préparé depuis le début. Donc, elle aussi, quand elle se retrouve dans la situation où Ousmi a commis l'irréparable, elle se dit, ça aurait pu être moi. Oui. Ah, ça, c'est un trop choquant. Directement, elle se rend compte que ça aurait pu être elle. Parce que il y a eu tellement de moments où elle aurait pu rester. Se retrouver dans cette situation. Voilà, qu'elle avait minimisé auparavant. Et le problème, c'est ça, en fait. C'est de minimiser les violences, là, de se dire, ah, c'est pas si grave que ça. Et puis, demain, c'est la mort. Oui. Bon, on se rend compte que Ousmane a une autre femme et que quelque part, elle est la maîtresse. Maintenant, la question, c'est que avec la polygamie, quand on est polygame, je sais pas comment l'expliquer. Quand un homme est polygame et qu'il a sa femme, il va peut-être chercher une deuxième femme. Mais pendant la période où, par exemple, il te courtise, je sais pas, vous allez au restaurant et tout, et il veut peut-être te marier. Est-ce que tu es une maîtresse? Est-ce qu'on peut te qualifier ton statut de maîtresse? En fait, c'est un peu flou, non, cette partie-là? Oui, c'est un peu flou, effectivement, c'est un peu flou. Et on va dire, dans la religion, normalement, comment est-ce que ça doit se passer pour se marier, même quand on n'est pas polygame? Normalement, comment dire, vous devez être chaperonné. Normalement, tu as vu quelqu'un que tu veux, tu t'adresses soit, on va dire, à sa tante, à son grand frère, à son papa, voilà, à quelqu'un de la famille qui est garant pour vous mettre en contact. Et quand vous devez vous voir, vous vous voyez en présence de ces personnes-là. Voilà, vous discutez, vous vous posez vos questions, vous vous observez et tout. Et vous êtes dans un cadre, en fait. Et vous avez, on va dire, vous pouvez même préparer des questionnaires. Oui, vous posez vos questions. Voilà, c'est ça. Et quand vous pensez que ça match, déjà, vous devez entamer les démarches, voilà, la procédure pour le mariage. Et quand vous êtes dans un processus de cheminement comme ça, déjà, ça ne doit pas être long. Et comme j'ai dit, vous devez avoir des chaperons. Et puis, la communauté doit être informée. C'est ce que j'ai demandé, est-ce que la première femme sait? La communauté doit être informée que ces deux personnes-là sont en train de parler pour aboutir au mariage. On appelle ça normalement la période de Mukabala. Voilà, où vous faites un peu de matchmaking, mais ça ne doit pas durer. Et donc, quand c'est quelqu'un qui est déjà marié, normalement, je dis bien normalement, parce que bon, voilà, la femme, la famille, tout le monde doit être informé que tu es dans un processus de Mukabala avec quelqu'un. Et que c'est dans le but de l'envoyer comme deuxième femme. Et c'est juste parler, pareil, comme quand tu veux faire un premier mariage. Oui, totalement. Mais il ne doit pas avoir de contact physique, ni de, voilà, autre chose, ni de discussion où personne ne voit dedans. Bien sûr. Voilà. Donc, si quelqu'un, par exemple, se sent prêt pour être polygame et qu'il en parle avec sa femme et que sa femme lui dit, il n'y a pas de souci et qu'il trouve quelqu'un qui est prêt à venir être la seconde et qui lui dit, voilà, ma femme a dit tant, la famille de la fille est prévenue que c'est quelqu'un qui veut venir faire un processus comme ça. C'est ça. La femme sait, la famille du monsieur aussi sait, ils ont des chaperons, tout le monde est au courant, ils sont dans la discussion et le jour où la discussion aboutit, ah oui, ça aboutit, on va faire le mariage, tant. Voilà, tout le monde, genre c'est clair, pour tout le monde, c'est encadré, normalement. C'est ce qui est censé être. Je connais pas ça. Maintenant, justement, on va dire ici, ou bien même, bon, c'est les réalités d'ici que je connais, les gens partent sur la base que oui, c'est autorisé, mais juste ça. Tout ce qu'il y a autour comme garde-fou, comme ce qu'il faut faire, on ne fait pas. On ne veut pas le faire. Parce que généralement,
ils vont draguer, ils vont se voir, ils vont sortir, ils vont vivre une vie amoureuse. Donc, à partir de ce moment-là, ce n'est pas, on va dire, ça rentre dans le cadre de l'adultère. Okay. À partir du moment où personne n'est informé et que vous êtes en train de faire un truc juste entre vous, tous les deux, là, c'est l'adultère. Ok, je comprends. Là, c'est l'adultère. Et il y a beaucoup, par exemple, qui, sous prétexte de polygamie, font beaucoup d'adultère avec beaucoup de femmes différentes. Sans aller jusqu'au mariage, voilà. En fait, ils s'arrêtent. Lui, je suis en train de chercher une deuxième femme. Il couche là-bas, il couche là-bas, et à chaque fois, il dit, ça n'a pas abouti. Mais c'est de l'adultère, en fait. Voilà, c'est de l'adultère. Sinon, il y a un encadrement, mais qu'on ne respecte jamais. Et il n'y a pas de sanction si on ne respecte pas aussi. Ah, la sanction, voilà, la sanction est de Dieu. La sanction est divine. Et donc, dans les fleurs d'Éden, c'est une polygamie. C'est une polygamie normale. C'est pas comme dans Moi maîtresse où il la cache et tout. C'est encadré. Sauf que ça ne peut pas bien se passer. Il y a d'autres problèmes là-bas aussi. Voilà, forcément. Donc, l'autre point aussi intéressant que j'ai beaucoup apprécié et qui, pour moi, m'a fait me dire que je me suis dit, tout le monde doit lire ça. C'est qu'il y a le côté pédagogique et informatif, comme je disais. Donc, quand elle sait que ça ne va pas, qu'elle en parle à sa famille et qu'elle réussit donc à entrer en contact avec l'association et la ligue, tout le volet accompagnement, comment ça se passe? Et je me suis dit, donc, en fait, quand une femme subit ce genre de violence, voilà les étapes par lesquelles elle passe ensuite. Parce qu'on ne les connaît pas souvent, en fait. C'est ça, effectivement. Parce que, comme je disais, c'est le processus que moi j'ai vu à la Ligue et les survivantes que j'ai eu à rencontrer qui m'ont donné envie d'écrire ce livre. Donc, j'ai voulu donner cette place-là à la Ligue dans le livre. Et donc, tous les noms de membres de la Ligue que vous voyez écrits dans le livre sont des personnes vraies, réelles, et qui font exactement ce même travail-là que j'ai mis dedans. Il y a la présidente Megan Beau, il y a Okri Kuduo qui est la responsable de la cellule intervention, c'est elle qui intervient même au beau milieu de la nuit. On les appelle à 1h, 2h du matin pour dire quelqu'un est en train d'être battu. Elles vont. Donc, presque tous les noms que j'ai cités, en fait, ce sont celles qui sont sur le terrain, en vrai. Donc, c'était déjà leur rendre cet hommage-là pour le travail qu'elles font. Bien sûr. Et puis aussi montrer aux gens comment est-ce que la Ligue procède normalement. Oui, voilà, parce que c'est exactement comme ça qu'on procède. Parfois, il peut y arriver que ce soit quelqu'un qui signale pour dire ma voisine est en train d'être battue, ou bien c'est la personne elle-même qui appelle. Et généralement, on va voir les survivantes. Même quand elles ne veulent pas porter plainte, on leur propose le volet juridique, ou bien un accompagnement psychologique. On a des petits, on va dire, bénévoles qui donnent de leur temps pour écouter les survivantes, vu qu'elles n'ont pas forcément les moyens pour payer. Donc, même celles qui ne veulent pas aller, on va dire, devant les tribunaux, elles peuvent quand même avoir une petite aide. Quand elles sont malades, on va les voir. Soutien, voilà. Et même quand il y a des soucis financiers, il nous arrive de lever des petites cotisations pour leur donner. Oui, voilà. C'est super. Donc, j'ai voulu que les gens comprennent un peu comment ça se passe cet accompagnement. C'était très instructif et bien. Et ça permet aussi, si on connaît quelqu'un qui vit ça ou qui passe à travers cette épreuve, de se dire, voilà comment vous devez, tu peux être pris en charge. Voilà des professionnels qui peuvent t'accompagner parce qu'en tant qu'ami, parfois on peut pas beaucoup faire en tant que sœur ou mère. Il y a plein de volets qu'on ne maîtrise pas. Effectivement. Et il y en a aussi qui ne comprennent pas comment est-ce que je suis vraiment dans une violence ou pas. C'est pour ça que j'ai mis à la fin de l'histoire fictive, il y a un article aussi derrière qui explique qu'est-ce que la violence, comment est-ce qu'on se retrouve dedans, comment est-ce que tu peux définir si tu es dans une violence psychologique ou une violence physique ou une violence financière. Bien sûr. Et comment est-ce que tu peux t'en sortir, quels sont les mécanismes que tu peux mettre en place. Et là aussi, tu as les contacts. Tu as tous les contacts de la Ligue, les réseaux sociaux, le numéro de téléphone même que tu peux appeler si c'est compliqué. Donc, si par exemple, vous connaissez quelqu'un qui est dans une situation comme ça et que vous voulez l'aider, mais sans trop vous immiscer, vous pouvez juste lui offrir le livre. Bien sûr. Quand elle lit, elle comprend et puis elle a le numéro au cas où. Comme ça, voilà, quand c'est le truc, elle peut appeler.
C'est un manuel, c'est une méthode de sensibilisation voilà. et un manuel en même temps. Un manuel, en même temps, une méthode de sensibilisation. Et puis une lecture plaisir aussi. Bien sûr, les trois en un. Alors, dans le livre, il y a aussi le volet religieux. Donc, à un moment, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est quand elle est assistée par des imams. Il y a un imam parmi eux qui est plus compréhensif et qui lui donne des passages, en fait, du Coran, où il explique que si le Coran même dit que c'est autorisé de divorcer, c'est qu'il y a une raison. C'est pas encouragé, mais que le Seigneur lui-même qui nous a créés, je pense qu'il dit... qui sait qu'on n'est pas des créatures parfaites, ou bien il nous connaît en fait. C'est ça. Donc, il sait que parfois, bien sûr, il peut avoir des comportements. On peut se faire du mal. J'ai mis cette partie-là à dessin. Et si vous avez remarqué, les premières personnes, les premiers imams ou les premières mosquées vers lesquelles elles se tournent, ils ne sont pas prêts à s'initier dedans. Ils lui disent non, pas de divorce, pas de divorce. Même quand ils entendent que la personne a commis un crime, et ça m'a choqué. Ils sont catégoriques. Ils veulent qu'elle meure. Voilà, tu ne divorces pas. Et généralement, c'est comme ça que ça se passe. Parce que les gens ont du mal, pas parce qu'ils ne veulent pas que tu divorces, mais parce que ils ne veulent pas prendre la responsabilité de t'avoir encouragé à prendre la décision ou même à t'aider à divorcer. Ils ne veulent pas porter cette responsabilité-là. Je sais pas comment dire. C'était personnellement. Voilà. En temps, ils ne vont pas t'expliquer aussi religieusement comment est-ce que tu dois t'y prendre tout. Et il y a beaucoup d'ignorance autour de la chose. Et il y a des personnes, par exemple, qui veulent divorcer, mais qui restent parce qu'elles ne savent pas comment divorcer. Et elle se dit que catégoriquement, peut-être voilà. faire ou bien on lui dit, oui, si tu seras condamné à vie et tout. Et donc, la personne reste là et perd du temps. Clairement. Elle perd du temps, se met en danger et n'attend plus que la mort. Alors que si les guides religieux ne peuvent pas nous aider dans ce sens-là, qui va nous aider? Donc, j'ai voulu emmener en fait cette partie-là parce que divorcer, surtout pour les femmes dans nos communautés, c'est très, très, très compliqué. Alors que ça ne devrait pas l'être. Si on va directement sur ce que la religion a dit, ça devrait être beaucoup plus facile à faire. Voilà. Sinon, pour les hommes, là, c'est tranquille, hein. Le monsieur, il dit aujourd'hui, je ne veux plus de toi. Demain, t'es plus sa femme, en fait. C'est très rapide. Mais quand c'est la femme qui ne veut plus, c'est le labyrinthe. C'est ça. Donc, j'ai créé ce personnage aussi de l'imam, Cheikh Abdine, qui est très sage et qui lui donne les bonnes informations. Parce qu'on a aussi beaucoup de mauvaises informations, des mauvaises interprétations des Écritures. On te dit, oui, c'est l'islam qui a dit ci, oui, c'est l'islam qui dit ça. Mais quand toi-même, en tant que femme, tu fais tes propres recherches, tu lis, tu apprends, tu te rends compte qu'on t'a menti presque toute ta vie et que c'est même pas ce qui était dit. Ça m'a tenu à cœur de dire certaines choses aussi pour que les femmes sachent, celles qui ne savaient pas, pour qu'elles sachent quels recours elles ont. Il y a aussi le volet de la santé mentale où les autres auraient été tentés de lui dire, faut juste prier, ça va aller. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais l'imam Cheikh Abdine lui dit, tu vas voir un psy. Va voir un psy, va à l'hôpital psychiatrique. Tu vas voir, tu fais une consultation, tu prends des médicaments. Quand tu as le palu, tu te soignes, tu prends des médicaments. Tu ne dis pas non, je vais à la mosquée, je prie, je vais guérir du palu. Et autant ton corps a besoin de médicaments, autant ton esprit en a besoin. Totalement. Donc, si tu dois te soigner, soigne-toi correctement. Et ça lui a fait du bien. Énormément. Parce que pour quelqu'un qui avait commencé à se scarifier et tout, mentalement, elle était à un niveau où elle frôlait carrément le burn-out, la folie. C'est ça, tout. Donc, ça l'a aidé aussi à se dire que, c'est quelque chose que je peux faire. Je peux aller me soigner. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas la foi. Bien sûr. Par rapport à la fin de l'histoire, bon, déjà, le personnage de Karim, qui rôde toujours autour et qui est là, j'ai bien aimé que ça se termine, la manière dont ça s'est terminé. Mais surtout, ça a montré aussi que, avec de l'amour et de la patience, on peut vraiment réussir à surmonter des obstacles. Parce que Massiam a été vraiment entourée d'amour. Sa famille, sa sœur, ses amis, son frère, c'est ça. Sans l'aide de toutes ces personnes qu'elle a eues autour d'elle, elle ne s'en serait pas sortie.
Et j'ai fait ça aussi pour montrer que il ne faut pas, quand votre proche est dans cette situation-là, rester en retrait et dire oui, ça lui plaît d'être là-bas, qu'elle fasse ce qu'elle veut. C'est à vous de toujours essayer, de toujours lui montrer que vous êtes là, qu'elle peut toujours revenir à la maison, qu'elle aura toujours sa place auprès de vous. Et quand c'est comme ça va l'aider en fait à se détacher de cette personne-là. Mais si vous vous éloignez d'elle et elle se dit que cette personne qui lui fait du mal là est quand même la seule personne qui lui reste, finalement, elle ne va pas bouger en fait. Et aussi le fait qu'on peut se reconstruire, c'est ce que j'ai aimé, c'est-à-dire qu'elle avait toutes ces choses vraiment éprouvantes. On a tendance à croire qu'on peut pas recommencer avec l'âge, avec le temps, je me suis mariée et en fait, c'est totalement possible de avec le refaire temps, avec l'âge, avec l'enfant sur les bras et tout. Ça. Et moi, je me dis, c'est mental. Surtout chez la femme, l'âge, c'est mental. 55, 60 ans, tu peux toujours te reconstruire. Tu peux toujours faire ce qui te plaît. Tu peux toujours t'épanouir. C'est ça. Voilà. Donc, ne pas se bloquer dans la tête et puis se dire, ah, je suis déjà vieille, qui voudra encore de moi? C'est quand tu commences à te dire ça même que tu t'enfermes. Parce que une fois que tu te dis, moi, je veux encore de moi. Là, tout le monde voudra de toi. C'est très bien dit, j'aime beaucoup ça. Je veux encore de moi. Tout le monde voudra de toi si toi-même tu veux encore de toi. Et on peut trouver même 10 fois mieux. 10 fois mieux. 10 fois mieux. Et elle le méritait. Et c'est pas, par exemple, on va dire, même Karim, il n'est pas resté en train d'attendre. Oui, il est parti travailler, il a eu d'autres relations. Mais quand vous êtes destinés l'un à l'autre, Dieu fait en sorte que vos chemins se croisent. Et leurs chemins se sont séparés à Abidjan pour aller se croiser à Médine. Franchement, incroyable. Je me suis dit, mais attends, c'est une blague. C'était bien, on était dans la peau du personnage, l'intrigue était bien. On en ressort avec quelque chose, c'est-à-dire qu'on a lu, on se dit pas, ah, c'est dommage, certaines personnes vivent ça. Et puis bon, c'est fini, on referme le livre et tout. Mais on ressort avec une leçon, un manuel et des moyens aussi d'aider les personnes qu'on connaît et nous-mêmes de savoir aussi comment repérer quand même certains signes. Voilà, si jamais cette situation nous arrive, ce qu'on ne souhaite pas. Donc c'est vraiment un objet un outil de sensibilisation. C'est ça. Également, sur un thème et des sujets très sensibles, mais écrits de manière à ce que l'attention reste vraiment sur l'histoire, sur l'intrigue et qu'on nous-mêmes, on puisse se retrouver aussi dans les personnages. En tout cas, j'ai aimé écrire le livre. Ah, nous, on a adoré lire. Donc, c'est parfait. Donc, mon autre question, c'était pourquoi est-ce que tu penses que c'est un de tes plus gros succès? Parce que je pense que c'est un des plus gros succès, moi, maîtresse. Oui. C'est pas que je le pense. Ça l'est. Ça l'est, c'est mon livre le plus vendu à ce jour. C'est le best-seller. Je l'ai sorti en auto-édition d'abord. Wow, okay. Oui, en 2022. D'accord. Et on va dire, j'ai vendu beaucoup avant que la maison d'édition ne la reprenne pour faire une réédition. Même après la réédition, c'est le livre le plus vendu de la maison d'édition. Ah ouais. Donc voilà, les gens aiment beaucoup. Moi, j'ai adoré écrire le livre. Je comprends tout ce qu'il y a autour. Je comprends pourquoi les gens aiment et tout. Mais j'en ai 8 et c'est pas mon préféré. Ah bon? C'est quoi ton préféré? Et quand je le dis, les gens sont toujours étonnés. C'est quoi le préféré? Comme mon préféré, c'est Nakani. Ah, mais c'est le dernier? Non. Non, c'est l'avant-dernier. Ah, ok. Quel est le dernier? Le dernier, c'est du café et du thé. Ah, d'accord, ok. Nakani, oui, ça, j'en ai entendu parler. Effectivement. Nakani, c'est mon préféré. Voilà. Ok, donc c'est la prochaine lecture. La prochaine lecture du book club d'ailleurs aussi. C'est ça. J'ai des livres à 2 voix, comme ça c'est intéressant. Douciman, qui est une romance halal. D'accord. Et il y a Les Fleurs d'Éden aussi, qui parle de polygamie, qui est une romance un livre à 2 voix, où tu as l'homme et tu as la femme. Voilà. Qui parlent chacun et les histoires se rejoignent. Okay. Voilà. Donc j'ai été dans la peau d'homme. Et ça a été un peu difficile de ne pas les féminiser. Parce que souvent, tu te perds en écrivant. Tu dis des choses qu'une femme aurait dit, mais qu'un homme n'aurait pas dit. Donc, après, tu es obligé de te reprendre un peu. Donc, j'ai pas encore fait de roman, de livre, tout du début jusqu'à la fin où je suis dans la peau d'un homme. J'espère que vous allez découvrir. Et donc,
écrire dans la peau des femmes, je me dis, ça me permet de ressentir ce qu'elles ressentent et de donner beaucoup plus d'émotion dans les écrits. Et d'authenticité sûrement aussi. Voilà. Ton livre, en tout cas celui-là, est vraiment, comme j'ai dit, un grand objet de sensibilisation. Donc, est-ce qu'il y a un message que tu aimerais passer à ceux qui nous regardent, aux femmes, mais aussi aux hommes aujourd'hui? Aux hommes, je dirais, lisez. Lisez mes livres. Et il y a quelqu'un qui disait comme ça, pendant un club de lecture, que Moi, Maîtresse et Les Fleurs d'Éden doivent être plus lus par les hommes que par les femmes. Ça, c'est vrai. Pour qu'ils puissent comprendre un peu beaucoup de choses qu'ils n'ont pas l'air, en fait, de comprendre. De saisir. Ils voient des femmes sur les couvertures, ils se disent directement, c'est pas pour nous. Alors que ça pourrait vraiment, vraiment vous plaire. Oui. Et à notre club de lecture, les hommes bavardaient plus que les femmes en lisant le livre. Ils étaient tellement passionnés. Donc, je demande aux hommes, en tout cas, de laisser les préjugés quant à la couverture et puis de lire un peu plus souvent. Pour les femmes aussi, pareil, lisez. Et puis, si vous avez une sœur, une amie, quelqu'un dans votre entourage, pour qui vous vous inquiétez un peu, je pense que vous pouvez lui offrir le livre et puis ensuite, elle-même, elle saura quoi faire. Donc, généralement, quand les gens me disent, moi, j'aime pas trop lire, moi, ce que je peux leur dire, je leur dis, moi, mes livres c'est fluide. Très, je confirme. C'est facile à lire. Donc, si tu n'aimes pas lire, ce que tu vas faire, essaie de lire les 5 premières pages de mon livre. Et si ça ne te plaît pas, dépose. Tu laisses. Ça, c'est un très bon conseil. Généralement, je dis ça. Essaie de commencer. Même quand je suis en train de vendre, là, je dis, prends, lis devant moi. Voilà. Tu lis 2 pages, même si ça ne t'accroche pas, tu déposes. Mais généralement, quand ils commencent, ils se lèvent pour partir. Captivés en même temps par les premières pages. Voilà. Quand ils prennent et qu'ils commencent à lire, ils sont captivés. Donc, je me dis que la lecture, on s'entraîne à ça aussi. C'est vrai. Et on ne va pas s'empêcher de mettre des choses dans les livres parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas lire. Totalement. On va les mettre dedans. Et comme les livres, ça dure, on attend. Peut-être que dans 10 ans, ils voudront lire et ils vont venir trouver ça. Ils liront. Ils liront. Alors, merci beaucoup, Jenny. Je t'en prie. Pour ce bon moment passé ensemble. Merci pour ce moment d'échange. Félicitations encore pour le succès de Moi Maîtresse et de tes autres œuvres. Et on a hâte de découvrir donc ta dernière sortie. Et Nakani, que tu nous as recommandé, qui est ton préféré. Qui est mon préféré. C'était un plaisir. À bientôt pour un nouvel épisode d'Overbooked.